Voici Michel Perard. Michel Perard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Paris Match et vous couvrez depuis 15 ans tous les conflits de la planète, du Nicaragua à l'Afghanistan, en passant par la Tchétchénie. Et le 9 octobre 2001, 2 jours après le début des frappes américaines en Afghanistan, vous êtes arrêté par les talibans, accusé d'espionnage, et vous encourrez la peine de mort. Vous serez emprisonné 26 jours avant d'être libéré et d'y retourner pour retrouver votre geôlier, celui qui vous a sauvé la vie, et découvrir que vous aviez en fait échappé de justesse à la mort. Et puis aussi, on en parlera, qu'Oussama Ben Laden, que les Américains cherchaient partout, était en fait tranquillement à Jalalabad, à moins d'1 kilomètre de votre prison. Voilà, vous racontez tout ça dans un livre qui paraît chez Pauvert, qui s'appelle Poste numéro 3, hôte des talibans, par Michel Perard. Michel Perard, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle pour en parler. Interview vérité. Alors, le 8 octobre, la veille de votre capture, vous êtes à Peshawar, vous regardez à la télévision des images de la guerre et vous dites, c'est très bien écrit le bouquin, vous dites d'emblée, j'ai détesté cette guerre si discourtoise qu'elle s'invitait un dimanche soir, veille de bouclage. Il n'y a pas pire, oui. Ouais. Il n'y a pas pire parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de travailler. Alors, votre bouquin, c'est une réflexion sur la guerre aussi. Vous dites, j'aime couvrir la guerre, j'en aime les mauvais goûts, les cadavres exhibés. Il y a un plaisir à couvrir la guerre. Moi, je trouve que dans la guerre, il y a des sociétés qui se dégagent, des codes, des usages. Nos sociétés occidentales sont très figées, sont très codifiées. Dans la guerre, souvent, les gens ne se la jouent plus, parce que c'est plus la peine de se la jouer, parce que la vie est par essence éphémère. Donc les masques tombent. J'ai l'impression parfois que le centre de gravité de l'humain se déplace. Et j'aime la vérité des gens à ce moment-là dans la guerre. Ça donne de l'intensité à la vie, c'est ça qui vous fascine d'une certaine façon. Les journalistes trouvent leur compte dans leur guerre. Dans la guerre, c'est pas la peine de se raconter des histoires, on aime ça. Ouais. Et puis il y a cette idée d'aller voir soi-même, c'est-à-dire que aujourd'hui, les états-majors organisent des voyages, ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire pour un certain nombre de journalistes, et ils les trimballent comme ça, ils leur montrent ce qu'ils veulent bien leur montrer. Et vous, pendant la guerre du Koweït, avec des copains, vous aviez fait un anti-pool qui s'appelait Fuck the Pool, et vous y alliez sans être guidé par les militaires américains. Et alors, il y a un truc extraordinaire. Quand vous êtes arrivé à Kuwait City, vous étiez déguisé en militaire, vous êtes arrivé avant le pool de journalistes, et vous avez découvert toutes les supercheries qui étaient montées à l'usage des journalistes. Oui, effectivement, nous, quand on est arrivé, on n'a pas découvert la 4e armée du monde. Quand on nous vendait le package médiatique des Américains, nous disait que c'était, on allait voir ce qu'on allait voir. Oui, c'était Adolf Hitler à l'époque, Saddam Hussein. L'Amérique a toujours eu des satans, donc ça a été Noriega, ça a été Kadhafi, puis ça a été Saddam Hussein. Je crois que l'Amérique, par définition, a besoin de se découvrir comme ça des ennemis. À noter d'ailleurs que ce sont souvent d'anciens amis de l'Amérique. Oui. Alors quand vous voyez l'armée irakienne, soi-disant la 4e armée du monde, en fait, vous découvrez que c'est des gueux, comme vous dites dans votre bouquin, des enfants, des armées, des motivés. Oui. Et puis il y avait aussi une fausse salle de supplice qui avait été montée à l'usage des journalistes. C'est-à-dire, lorsqu'on est arrivé à Kuwait City, on a découvert à l'hôpital Moubarak du centre-ville une morgue où il y avait des gens qui avaient été suppliciés, torturés à l'acide. Il y avait 8 ou une dizaine de cadavres, je crois. 3 ou 4 jours après, tout ça avait été organisé pour les besoins du pool, pour montrer à la presse américaine et à CNN en particulier à quel point Saddam Hussein était Satan. Satan. Alors, à Peshawar, c'est pas en militaire que vous déguisez cette fois, c'est en taliban. C'est-à-dire que vous essayez une burqa. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs parce que vous en avez porté une de burqa et vous dites qu'il y a d'abord cette vision effectivement grillagée et en plus, elles n'ont pas le droit de tourner la tête à droite ou à gauche parce que finalement, elles ne doivent pas regarder l'homme. Donc elles sont un peu comme des chevaux qui auraient des ornières. Qui auraient des ornières. Elles n'ont pas le droit d'avoir un regard pour leur geôlier,
pour les hommes. Il y a effectivement beaucoup d'accidents, par exemple, sur les routes en Afghanistan, parce que d'une part, le cadre grillagé limite extrêmement la vision, et d'autre part, elles ne peuvent pas tourner la tête. Ouais. Alors, vous faites un essai, vous faites une incursion. Qui fonctionne. Hein, vous partez du Pakistan, vous êtes en Afghanistan, dans une ville qui s'appelle Rost. Qui est très importante, place forte stratégique des talibans. Voilà, vous y allez, ça marche. Hein. Et là, vous vous dites, ça y est, maintenant, je vais, toujours habillé en taliban, je vais aller à Kaboul, mais vous avez quand même un pressentiment, vous avez une espèce de prémonition. Hein. Je le sens pas ce matin-là. Ouais. Et là, il y a une succession d'événements. Ouais. Un confrère pakistanais qui devait nous accompagner, qui est arrêté. Ensuite, on n'a plus le bon chauffeur. On a une espèce de pleutre de chauffeur dans lequel je n'ai aucune confiance. Et j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, ouais. Effectivement. Alors à ce moment-là, il y a une rivière à passer, il y a un bac, vous êtes dans un break, vous sortez du break et vous savez, quand ils vont voir votre taille, ils vont comprendre que vous n'êtes pas une femme, mais un homme. Mais ce qui est très étonnant sur la culture talibane, c'est qu'à ce moment-là, ils n'osent pas vous déshabiller. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas déshabiller les femmes. Moi, j'ai rusé quand même. Quand je suis sorti sur le bac, je me suis accroupi très vite, de façon à dissimuler ma taille, effectivement. Et donc, ils avaient quelques doutes, puisque j'étais avec le confrère pakistanais qu'ils avaient reconnu. Mais ils se sont donné le temps de m'observer. Et puis, finalement, ils n'ont quand même pas osé. Parce qu'ils étaient sûrs à 70%. Ouais. Ils me l'ont dit plus tard. Mais ces 30% restants, ça les gênait. Donc, ils ont demandé à une vieille femme de venir me fouiller. Donc, à ce moment-là, j'ai senti que c'était râpé. Et j'ai enlevé la burqa de moi-même. Et je me suis pris un vieux coup de poing dans l'oreille qui m'a assommé. Et puis à partir de là, j'étais bien. Ouais. Le sable était chaud et je me sentais à l'aise. Vous en faites pas. Et alors là, vous êtes arrêté. Au départ, c'est assez courtois, l'interrogatoire. Hein, ça se passe plutôt bien. Et là, vous voyez arriver un type qui s'appelle Tajmir Jawad. Alors, une description extraordinaire dans le bouquin. Profil Camus, lippe dédaigneuse, claudiquement. Et vous avez cette phrase « Tout en lui révèle une adolescence frustrée de celle qui forme les bourreaux inspirés ». C'est-à-dire vous sentez que ce type a tellement souffert quand il était petit qu'effectivement il déteste la terre entière. Et là, vous commencez à vraiment flipper. Il a 24 ans, vous apprendrez après que c'est un proche de Ben Laden. Un membre important d'Al-Qaïda. Ouais. C'est le responsable des services secrets pour l'ensemble du sud de l'Afghanistan, considéré comme un jeune prodige. C'est vrai qu'il avait quelques qualités, il n'était pas dépourvu de cruauté. Il est responsable de milliers d'arrestations arbitraires à Jalalabad et de probablement plusieurs dizaines d'exécutions, dont celle du fameux commandant Abdullah, qui était ce commandant qui s'était infiltré en Afghanistan pour tenter de rallier les tribus. Qui a été tué tout de suite. Qui a été tué tout de suite parce qu'à mon avis, il était infiltré depuis le départ. Alors vous, au départ, vous avez beau leur dire que vous êtes journaliste, ils vous traitent d'espion. Hein. Ils disent même les Français peuvent être espions. Oui, il y avait une déclaration malencontreuse, on ne peut pas leur en vouloir, mais du ministère de la Défense, qui avait dit « Nous avons des espions en Afghanistan ». Je ne le savais pas, je crois que c'était la veille ou le matin même. Ils sont malins, les mecs. Ils expliquent bien. Marquez tant qu'ils ne donnent pas les photos à la télé encore, ça va. Mais... Donc j'étais un peu dans l'embarras, oui. Alors vous faites ce qu'on appelle un city tour, c'est-à-dire un tour de ville, vous êtes exhibé, vous êtes lapidé quand même, non? Je prends des pierres dans la tête, je prends des pierres partout. Je n'ai pas été le plus mal loti dans la mesure où j'étais debout, donc j'étais en sang, effectivement. Mais un de mes confrères pakistanais qui se trouvait à l'arrière recevait les coups de crosse des Arabes, parce qu'en fait il y avait beaucoup d'Arabes à Jalalabad. Et donc je crois qu'on est resté 26 jours ensemble en prison et il n'a pas pu dormir pendant 21 jours, il était bleu, quoi. Et alors plus tard, quand vous en parlerez avec vos geôliers, vous leur direz, bon, enfin, pourquoi me faire faire ce tour de la ville et Je le prends comme arme, c'est-à-dire je leur reproche en permanence le city tour. Ils disent, nous c'est normal qu'on vous fasse ça, parce que nous on n'a pas la télé pour annoncer votre capture, comment vous voulez qu'on fasse? C'est insensé. Ils sont joueurs. Alors, à l'inverse de ce personnage, il y en a un autre qui est beaucoup plus sympa dans votre bouquin, qui s'appelle Kari Zeiver. Hein. Alors lui, il est sympathique d'emblée, vous le trouvez, c'est bien dans ce bouquin, parce qu'il y a le méchant, le gentil. Vous le trouvez sympathique d'emblée, et puis peut-être moins décérébré par l'islamisme que les autres. Il est entré en talibanie un peu par hasard, et puis pour des intérêts précis. Il est assez sympa. Moi, je le trouve assez sympa dans la mesure où j'ai l'impression qu'il m'a sauvé la vie. Donc, effectivement, Et alors, il y a un moment extraordinaire dans votre bouquin, c'est ça. Oh, Champs-Élysées. Eh oui. Alors, la scène est absolument incroyable. On verrait ça dans un film, on dirait le scénariste a pris de l'acide. Vous êtes là, pendant les bombardements américains. Les talibans étaient sur le toit de la prison, oui. Et puis, effectivement, j'ai dû penser à un moment donné. Il se trouve que Match a été longtemps installé sur les Champs-Élysées, donc je dois avoir une vieille nostalgie.
Et je me suis mis à fredonner, mais alors malgré moi, parce que j'ai jamais eu de passion pour Joe Dassin en particulier, aux Champs-Élysées. Ouais. Et ils l'ont retenu, ils adorent chanter. Ouais. Et c'est comme ça que Joe Dassin est rentré au Panthéon de la guerre sainte. T'imagines, les mecs, les talibans sur le toit de la prison, les avions américains dans le ciel. Les talibans jubilants, parce que quand les frappes commencent, moi j'arrive au 2e jour des frappes, pour eux c'est tout bénef, la guerre a commencé, le djihad a commencé. Donc il y avait une espèce de liesse très particulière avec les tirs de DCA, le spectacle était grandiose. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Alors, quand vous entendez cette chanson maintenant, ça fait du bien quand même, non? Ça me rappelle des bons souvenirs, mais surtout je l'ai entendu à Djalabad lorsque j'y suis retourné. Je crois que dans quelques années encore, il se trouvera toujours un ex-taliban. C'est un tube en Afghanistan maintenant. Oui, il faudrait que je voie éventuellement pour les droits même. Alors, vous découvrez les talibans de l'intérieur, et ça c'est très intéressant, c'est en ça que votre livre aussi est très intéressant. C'est-à-dire que finalement on voit des gens qui sont capables d'autodérision, hein, qui sont capables de se moquer d'eux-mêmes. Ils sont marrants, ils sont joueurs, ils jouent au volleyball, ils veulent constituer l'équipe des talibans pour les Jeux Olympiques, ce genre de choses. Les vrais méchants, j'ai l'impression, en lisant votre bouquin, que c'est les Arabes, c'est-à-dire ceux qui sont venus et qui ont fait souche là-bas. C'est la vraie découverte. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé plutôt en confiance. Même après l'arrestation, je pensais que je pouvais m'en sortir à mesure où je les avais fréquentés en 96. Ce que j'avais complètement mésestimé, c'était l'importance qu'avaient pris les Arabes. Et quand j'ai découvert que les talibans les craignaient, réellement, ils en avaient peur. Ils les décrivent imprévisibles, émotionnels. Alors pendant ce temps-là, Michel Pérard, à l'extérieur, il y a une grande mobilisation pour vous. Évidemment, votre journal Paris Match, qui s'occupe très bien de ces grands reporters quand ils sont dans la merde, il faut le dire. Les autorités françaises aussi, bien sûr. Et vous en doutez pas. Vous êtes dans cette prison et puis vous savez pas tout ça. Vous en doutez un petit peu, mais vous n'êtes pas vraiment au courant. Alors, je m'en doute même pas du tout. Je suis à ce point naïf que j'imagine, au moment où on parle de libération, c'est-à-dire à partir du 12e jour, j'imagine repartir par le même endroit, très discrètement, par l'agence de Mormande, en remettant la burqa. Pourquoi ils ne vous ont pas tué au début? Il était question qu'il me tue le premier soir, puisque quand Kari Zever, donc le directeur de la prison, appelle Tajmir Jawad pour demander mon chalwar kameez, donc la tunique pakistanaise, à ce moment-là, j'étais torse nu, j'avais plus rien. Tajmir lui répond, le français est mort demain, donc c'est pas la peine de le vêtir. Kaboul s'est opposé à notre exécution dès le 2 ou 3e jour. Je crois qu'on le doit beaucoup à Irfan, donc mon confrère pakistanais, qui avait des amitiés, notamment au ministère des Affaires étrangères. Et à partir de ce moment-là, je crois que notre vie n'était plus en danger. Vous n'êtes pas passé loin quand même. C'était chaud. Alors on va parler maintenant donc, de TF1 et de Canal+. Interview vérité. Alors Xavier Couture, d'après le journal Le Monde, vous n'aviez pas prévenu Étienne Moujotte, dont vous étiez un des plus proches collaborateurs, de votre nomination à la tête de Canal+, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais vous savez ce que c'est, Thierry, on a toujours dit fer au feu. Pendant que je négociais avec la Une, j'avais M6 sur l'autre ligne, j'étais en pourparlers avec Arte, je voulais me casser de cette chaîne qui était la Une, ça c'est certain, mais rien n'était fait encore. Vous n'avez prévenu personne. Non. Et alors, quant à Patrick Lelay, vous l'avez prévenu sur son portable, il était à l'aéroport, il partait à Moscou, et vous l'appelez, vous lui dites, voilà, je m'en vais, quoi. C'est pas un peu brutal? Mais non, je ne savais pas qu'il était à l'aéroport, je ne savais pas qu'il partait à Moscou. En plus, j'ai une excuse, c'est que je m'en branlais complètement. Donc, c'est vrai. Mais est-ce que Lelay et Moujotte savaient que depuis 2 ans, vous aviez des discussions avec Jean-Marie Messier, d'abord pour remplacer Michel Denisot, ensuite pour prendre la direction du pôle production? C'est un petit métier, je crois que tout se sait et chacun profite, bénéficie des appels d'offres et chaque année, je pense qu'on est tous sur le marché et que chacun a des connexions avec les autres chaînes. Vous savez de quoi on parle, Thierry, puisque vous-même, on vous voit régulièrement sur Teva, ou et puis vous étiez pour parler avec la Une aussi. Oui, absolument, c'est vrai. Et voilà. Bien. Vous connaissiez Pierre Lescure? Oui, je le connais, oui. C'est un ami à vous? C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un qui sait partir la tête haute, sans stock option, et je lui dis bravo. Est-ce que Jean-Marie Messier ne vous a pas choisi un petit peu par défaut, finalement? Parce qu'on dit que vous n'avez pas la carrure du poste. On dit, beaucoup de gens dans le métier disent, c'est pas un XXL, quoi, Couture.
Non, Jean-Marie Messier, mais Jean-Marie Messier a besoin de résultats, il a des actionnaires qui lui demandent des comptes, et Jean-Marie Messier a besoin de personnes qui savent faire rentrer des sous dans la caisse. Le financier, c'est pas trop votre domaine, on se souvient du sport, excusez-moi d'en reparler, mais enfin le quotidien Le Sport, qui était quand même un échec financier grave. Et en artistique, ça va être très difficile pour vous, Xavier, parce qu'en interne, des gens comme Farrugia, Chabat, Gassio vont sans doute partir, le personnel est remonté, les syndicats, Monsieur Chollet, le responsable de la CFDT, a dit « Je promets à Xavier Couture des jours difficiles ». Les gens de l'extérieur aussi, des gens comme Jamel, des gens comme Decaune, beaucoup d'artistes, vont pas vouloir travailler pour vous. Vous allez gérer ça comment ? Bien, on va gérer ça très bien, puisqu'on n'a pas besoin d'artistes sur Canal+, puisqu'il n'y a pas d'artistique et qu'on n'est pas concerné par l'artistique. On a simplement des annonceurs, on va faire rentrer donc des recettes, on va mettre beaucoup d'écrans et on va mettre des films et du foot. Et je ne vois pas où est la place de l'artistique là-dedans. L'artistique, il est déjà fait, puisque le film qu'on achète, il a déjà été tourné, imaginé, écrit et travaillé par des artistes. D'accord, oui, vous êtes vachement intelligent. Bah, c'est logique, enfin, il faudrait être con pour ne pas comprendre ça. Je ne comprends pas votre étonnement, Thierry. Bien sûr. Alors bien sûr, vous allez tenter de rassurer tout le monde, Xavier, c'est normal, le milieu du cinéma, en leur promettant que vous continuerez à leur donner ce que Canal+ leur donne chaque année. Bien sûr. Même si Messier veut la fin de l'exception culturelle française, il l'a dit. Hein. 1. Rassurer. 2. Niquer tout le monde. Faire les choses toujours dans l'ordre, Thierry. Vous ne pouvez pas arriver en niquant tout le monde. Est-ce que Jean-Marie Messier, Xavier, vous n'aurez pas engagé pour faire le sale boulot, finalement, pour virer tout le monde? Oui, on a dit ça de Brigny, on a dit ça ensuite de beaucoup de personnes. Je crois que le sale boulot a beaucoup été fait à Canal, et à part 2 techniciens de surface, il ne restait plus grand monde à virer, et maintenant, voilà, le sale boulot a été fait. Vous avez confiance en Jean-Marie Messier? Bien sûr, je peux faire que confiance à quelqu'un qui m'a embauché et qui a eu la finesse de sentir en moi la personne idéale pour redresser la barre du bateau Canal+, qui est en train de couler avec des trublions comme Alain Chabat, Jamel, enfin Vous en voulez plus? Dominique Farrugia, non mais... Vous en voulez plus de ces gens-là? Pour moi, ces gens-là méritent la fosse commune. Ouais. Alors, imaginez que Jean-Marie Messier soit débarqué mercredi... Je vous demande de vous arrêter. Imaginez... C'est assez kiffant quand même. Ouais, c'est bon, c'est bon. Imaginez, Xavier, que Jean-Marie Messier soit débarqué mercredi et qu'il soit plus patron de Vivendi Universal. Vous avez quitté TF1, vous n'irez pas sur Canal, vous allez être comment, un petit peu niquette? Ridicule, ridicule, je l'ai déjà été, donc j'assumerai, vous savez, hein, ce ne sera pas la première fois que je serai ridicule, et voilà, quoi. Vous risquez de vous retrouver au chômage, Xavier? Oui, bien sûr, mais moi je suis un battant, je pars battant, moi, donc je vais gagner ce match, bien sûr. Vous êtes courageux? Je suis très courageux. La preuve, c'est que vous êtes venu ici ce soir. Alors, Karen Mulder, aux côtés de Naomi Campbell, de Cindy Crawford, de Claudia Schiffer, de Linda Evangelista et de Ellie Macpherson, vous avez été donc une star des podiums. Vous avez fait la une de tous les grands magazines du monde. C'était l'époque des top modèles. Qu'est-ce qu'un top modèle avait de plus qu'un mannequin normal? En fait, c'était un mot qui, tout d'un coup, est remonté à la surface et tout d'un coup, on n'était plus des mannequins, on était des top modèles et je crois que c'était les filles qui étaient vraiment sur le devant de la scène, qui étaient pas seulement des filles sur des couvertures, mais qu'on voyait à la télévision, on connaissait leur nom, leur vie, en fait, la célébrité, quoi. Ouais. Alors, ensuite, vous avez quitté le métier, vous avez fait des voyages aux Caraïbes, vous avez fait la tournée des Enfoirés, vous avez fait des tentatives déjà pour enregistrer un disque et pour jouer la comédie. Et puis, un soir, ici sur ce plateau, vous avez craqué. C'était en fait des choses qui sont remontées à la surface, qui ont fait que tout d'un coup, il y avait de la paranoïa en plus. Ouais. Mais il y avait des choses vraies. Ensuite, vous avez passé 3 mois en clinique à lutter contre la dépression. Et aujourd'hui, vous êtes de retour et vous dites « Je me sens une autre femme, toute neuve, la même en mieux ». Bah oui. On change un petit peu de personnalité, je crois, quand on va chercher très loin dans soi. Mais on est toujours la même personne, mais oui, mieux. Je suis plus serein, je vis plus l'instant. Avant, j'avais toujours tendance à aller regarder en arrière, d'être nostalgique ou avoir toujours un but, de regarder vers le futur. Et aujourd'hui, je vis vraiment au jour le jour, quoi. Ouais. Est-ce que cette souffrance vous a endurci? Est-ce que vous vous sentez plus forte qu'avant? Moi, je crois toujours être quelqu'un de très fort d'un côté et très fragile de l'autre. La souffrance vous a appris la compassion,
ma souffrance a toujours été là pendant ma vie. Ouais. C'était quelque chose dont je luttais constamment contre. Donc je suis toujours été quelqu'un qui avait eu beaucoup de compassion. Maintenant, vous avez connu le meilleur de la vie, le pire, vous savez tout. Mais non, on ne sait jamais tout. Est-ce que les psys vous ont vraiment aidé dans cette affaire? J'en ai vu des abrutis, excuse-moi le mot aussi. Ouais. Ah, il y en a vraiment, ils n'ont rien compris du tout. Ouais. Et là, oui, j'en ai un que je vois de temps en temps. Je le vois même pas souvent parce que j'ai plus besoin, mais j'aime bien de temps en temps pour remettre les pendules à l'heure. Et oui, quelque part aussi, ce qu'on a manqué dans son éducation ou que la vie nous a pas appris, eux, ils vous l'expliquent. Puis lui, il ne vous juge pas au moins, il écoute ce que vous lui dites. Ah non, il n'y a pas de jugement, c'est porter de génial, jugement. on peut dire n'importe quoi. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Alors vous êtes passé de l'autre côté du miroir, vous savez maintenant que le bonheur n'est plus obligatoirement lié à l'argent, à la gloire, à la vie facile, mais peut-être à l'amour. C'est un amour détaché pour moi, c'est un amour où on ne s'approprie pas quelque chose ou quelqu'un, c'est quelque chose de plus spirituel pour moi. Vous espérez rencontrer l'homme de votre vie, Karen? J'y pense pas. Ouais. Oui, parce que si vous y pensez, ça va vous obliger à vous projeter dans le futur. Je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Ouais. Ouais. Et puis, il ne faut pas avoir une idée trop préconçue non plus, il ne faut pas avoir une idée en tête, parce que sinon, on n'est plus disponible pour les hommes qui peuvent arriver. Bah oui, c'est vrai que par la solitude, des fois, on fait des mauvais choix, on préfère être avec quelqu'un même s'il ne nous convient pas tout à fait, parce qu'on ne veut pas être seul ou des choses comme ça, oui. Quel type d'homme vous cherchez? Mais je ne cherche pas. Quel type d'homme vous aimeriez rencontrer alors? J'aimerais quelqu'un... Je trouve ça très difficile, mais peut-être un homme tout simple. Ouais. Il y en a un, non? Vous voulez avoir des enfants? Ah ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. Mais pour ça, il faudra quand même que je trouve cet homme. Ça vous demande un effort d'être là ce soir? Non, non, non. Après la dernière émission, je n'ai pas peur du tout de venir ici. Ouais. Non, mais c'était vraiment très aimable de ne pas l'avoir diffusé. C'est la moindre des choses. Karen Mulder. Karen Mulder et Amouad Ayam, bravo, on est heureux. On est heureux pour vous. Heureux de vous voir prendre le dessus, c'est bien. Bruno Délinger, bonsoir. Né à Sainte-Foy-les-Lyons, il y a 41 ans. Parcours au départ assez classique, école de commerce, diplôme. Et puis dans les années 80, vous créez une radio libre avec Jean Edernalier. Exact. Ensuite, entre deux petits boulots, vous écrivez un livre où vous évoquez des tours de cristal qui disparaissent dans l'Apocalypse, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. C'est la conclusion même du livre, puisque c'est une immense vision de l'Apocalypse qui clôture ce premier livre, et je les voyais comme un symbole de New York, bien sûr. Prémonitoire. Peut-être. Mais la grande aventure de votre vie, justement, c'est l'Amérique. D'abord la Californie, ensuite New York. Vous adhérez au rêve américain et en 1997, vous fondez une société destinée à aider les sociétés américaines qui veulent investir en Europe et inversement. Également, vous organisez des expositions pour de jeunes artistes américains. Vous installez vos bureaux au 47e étage du World Trade Center. Ces bureaux, vous les adorez, hein? Ah, je les adore. Vous dites une transparence, des murs en verre, une table en verre, un lieu de paix, de sérénité, de réflexion. Dans cette ville de New York, qui est une ville extrêmement bruyante, c'était un lieu où il y avait un silence merveilleux, presque magique. Les gens qui étaient dans les étages supérieurs, par exemple, pouvaient passer l'hiver entier dans les nuages, dans le coton. Ouais. Et nous, on était à la bonne hauteur, c'est-à-dire qu'on avait parfois le coton aussi,
Mais parfois, on était aussi au-dessus des nuages. Au Et soleil. puis souvent, on était Ouais. dans un soleil radieux, comme le temps new-yorkais. Alors le soir, des fois, vous quittez votre bureau du World Trade Center, vous marchez sur le pavé, vous retournez et vous dites, c'est pas vrai, putain, je suis dans le World Trade Center. Complètement. Alors le World Trade Center, vous en parlez très bien dans votre livre, parce qu'en fait, c'est une ville en l'air, hein, il y a énormément de gens qui vivent là-dedans. C'est une utopie, des gens de toutes les races, de toutes les classes, de toutes les religions, 115 nationalités. Et qui vivaient harmonieusement. Et puis un jour, ce jour c'est le 11 septembre 2001, comme vous dites, les salauds, ils ont pété mon bureau. Interview vérité. Alors Bruno Délinger, le 11 septembre 2001, votre réveil sonne à 4 h du matin, pourquoi? Parce que Victoria a un déplacement professionnel et elle va à Saint-Paul, Minneapolis. Ouais. Et elle part très tôt et elle part de l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, d'où un certain nombre d'avions vont décoller aussi, dont un avion suicide. Moi, je me lève vers 6h30. Alors votre femme Victoria est partie pour ses affaires, vous prenez votre métro normalement pour rejoindre le World Trade Center et à 8h45 vous êtes avec vos 2 employés, vous commencez votre journée de travail, le stagiaire est en retard. Oui, Ouais. Arnaud. Arnaud. Oui, c'est les trains du nord de New York, du Connecticut. Oui. Journée normale. Journée merveilleuse. Et à ce moment-là, vous entendez, vous dites dans votre bouquin, un énorme vrombissement. Vous reconnaissez tout de suite le bruit d'un avion. Oui, parce que je voyage beaucoup. Ouais. Et encore une fois, une des magies de ce lieu, c'était le silence. Donc je le remarque immédiatement. Comprenez pas, sur le moment, vous relevez la tête, et au moment où vous relevez la tête, vous entendez un impact d'une violence inouïe. Et 3 secondes plus tard, vous voyez passer par la fenêtre devant vous, vous voyez des débris, des poutrelles, vous voyez... Je suis médusé. Je vois passer devant mes fenêtres et mes employés sont médusés aussi. On voit passer des tonnes de morceaux de ferraille, Ouais. de kérosène, de verre, Ouais. et on ne sait pas ce que c'est. On ne comprend pas. Vous êtes très inquiet à ce moment-là? Non. Non. Non, parce que le bâtiment oscille vraiment très très longuement. Il tangue pendant une vingtaine de secondes, 30 secondes, je ne sais pas exactement. Et à tel point que je suis obligé de tenir une de mes employées parce que j'ai peur qu'elle s'effondre. Ouais. Et dans le bureau, tout bouge. Les tableaux, un tableau se casse la figure, une statuette vraiment vacille fortement. Mais non, on n'a pas peur, on pense que... Je leur dis, j'ai cette remarque idiote, je leur dis, vous inquiétez pas, c'est un avion qui a percuté le bâtiment. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'en 1945, il y a une erreur de pilotage avait amené déjà un avion à s'écraser contre l'Empire State Building. Oui, c'est donc à ça. c'était pas... Oui. Oui, c'est à ça que je pense, Ouais. immédiatement. Et je me dis, c'est un avion, un pilote qui a mal... Mais je pense pas à un avion de ligne, certainement pas. Ouais. Et je pense pas à un attentat, encore Ouais. moins. Ouais. Ouais. Votre seule réflexion à ce moment-là, c'est vous dire c'est con, on va perdre des journées de travail parce que vous êtes un entrepreneur, vous êtes en Amérique, vous n'avez pas pris évidemment conscience de l'ampleur du drame. Et puis à ce moment-là, un de vos employés ouvre la porte qui donne sur le couloir et à ce moment-là, quand même, vous voyez de la fumée, ça sent le kérosène. Oui, alors que notre bureau était dans un état tout à fait acceptable, on ouvre la porte et là, c'est déjà une certaine dévastation parce que les plafonds sont effondrés, Ouais. il y a de la fumée, il y a une odeur de kérosène épouvantable. Ouais. Plus tard, quand j'évacuerai, il y a même de l'eau qui coule dans les cages d'ascenseur de service. Ouais. On ne voit pas très bien. Et il y a quelqu'un qui s'enfuit dans la pénombre. Et mes employés ont peur parce que c'est une femme qui a subi l'attentat de 93. Et quand je leur dis de partir, ils suivent immédiatement cette femme. Alors vous restez seul dans le bureau, vos employés sont descendus. Hein. Alors assez tranquillement d'ailleurs, vous faites vos sauvegardes informatiques, vous raccrochez vos tableaux, vous éteignez la photocopieuse, c'est bien. Ouais. Je fais C'est le tour. incroyable, Je ouais. fais le tour. Ouais. Je fais le tour, je coupe tout et je fais une sauvegarde informatique. Ouais. Vous mettez de l'ordre quoi, dans votre bureau, vous dites que Ouais. je vais rester plusieurs jours sans revenir, donc voilà, je veux que ça soit bien, que ça soit rangé. Et alors, on n'entend rien parce que les haut-parleurs ne marchaient pas, les haut-parleurs d'alerte. Sur le 47e étage, Ouais, on était en train de uniquement. refaire les systèmes d'alarme. Donc, Ouais. j'ai pas de sentiment d'urgence immédiate. Vous prenez l'escalier assez tranquillement, au bout d'un moment, il y a 47 étages à descendre, évidemment. La descente va durer 50 minutes, sans beaucoup d'affolement d'ailleurs. Effectivement, les gens, un petit peu comme moi,
trouvent qu'ils ont une journée de travail interrompue, trouvent ça désagréable, mais tout le monde est très calme, très civique, très ordonné, et on descend le long des 47 étages pendant qu'il y a du trafic qui se densifie. Pas de panique, les gens parlent des affaires en cours, il y en a qui commentent les résultats sportifs de la veille, quoi, comme ça. À un moment, il y a un type quand même qui reçoit un texto qui lui annonce que la tour numéro 2 a été attaquée, mais personne panique, les gens continuent à descendre. Il y a quand même un truc qui est un peu plus inquiétant à un moment, c'est quand un brûlé vous double. Et là, vous dites dans votre bouquin, les gens détournent assez pudiquement le regard. Oui. Et je pense que ça fait partie de ces mécanismes de défense qu'on a tous eus dans des circonstances difficiles. On voulait peut-être pas voir ce qui se passait, et puis en plus on ne comprenait pas, parce que ces gens n'avaient plus de peau, n'avaient plus de cheveux, étaient complètement brûlés. Et tout au long de la tour, dans les escaliers de cette tour, on entendait ces cris priorité, priorité, et les gens descendaient bien sûr en priorité. Et puis il y a des pompiers qui montent aussi, harnachés. Alors évidemment, il y a une espèce de va-et-vient comme ça dans ces escaliers, mais tout ça est avec beaucoup de calme, comme on l'a dit. Et vous arrivez sur le parvis du World Trade Center. Oui, je suis sorti en souterrain. Les gens qui sont sortis sur le parvis et qui étaient partis en même temps que moi, eux sont décédés. Donc je suis sorti en souterrain. En sortant dans la rue, je me suis retourné, j'ai vu ce bâtiment en feu, là j'ai compris que c'était très grave. Et puis effectivement, je me suis retourné une deuxième fois et je ne l'ai pas vu, parce qu'il y avait ce monstre qui arrivait sur nous. Le nuage tueur, le killer cloud. Le nuage tueur, et ce que j'appellerais plus tard aussi vraiment le baiser de la mort, parce que ça dépasse l'entendement. En un instant, alors que dans cette rue, il y avait une vie extraordinaire de services de secours qui étaient dans tous les sens, de voitures, d'ambulances, de gyrophares partout, de sirènes. Soudain, s'abat sur nous cette masse monstrueuse et tout devient silencieux. Et c'est la nuit. Et donc là, à ce moment-là, l'esprit est plus capable de procéder à l'analyse. Et c'est le subconscient qui reçoit tout. Et on est terrorisé. Et maintenant, je comprends ce que c'est qu'un traumatisme. Parce que ça dépasse tellement l'entendement que le cerveau est plus capable de l'accepter. Ce nuage, il avait quelle consistance? Moi, j'appelle ça de la matière fluide. Parce qu'il y a une accumulation extrêmement dense de cendres, de débris, de gravats, de poutrelles, de verre. J'ai gardé la cendre que j'ai recueillie sur mon costume, parce que je considère qu'elle est sacrée, et qu'effectivement, dans toute cette cendre, il y avait peut-être des morceaux d'hommes. Alors à ce moment-là, vous vous réfugiez derrière le pilier d'une banque, vous êtes tout noir, évidemment, couvert de cette chose, quoi, de cette matière fluide, comme vous dites. Vous n'avez plus d'oxygène, vous ne pouvez plus respirer, parce qu'évidemment, ce nuage a envahi toute l'atmosphère. Vous croyez être mort, en fait, à ce moment-là? Oui, où mon subconscient est persuadé que je suis mort. Et alors ça se traduira par des choses invraisemblables, parce que un petit peu plus tard, quand je me promène dans la rue, mon esprit continue à capter des signaux de ce que la vie continue. Mais à l'intérieur, je suis persuadé d'être mort, alors j'ai l'impression de devenir complètement fou. Et j'ai l'impression que, quand on parle de ces gens qui sont devenus amnésiques, qu'on a retrouvés il y a quelques jours seulement, je comprends tout à fait ce qui s'est passé. Ils n'ont juste pas résisté. Vous, c'était pas loin, hein? Bah, moi, j'ai cru vraiment devenir fou parfois. Alors là, il y a un agent du FBI qui vous fait entrer dans la banque. Bon, vous êtes sauvé. Vous retrouvez d'autres gens, d'ailleurs, là-dedans, qui sont aussi noirs que vous. Alors là, évidemment, il y a les bons sentiments. On en a beaucoup parlé ici, aux États-Unis, dans les médias. Mais aussi, vous découvrez la nature humaine. C'est-à-dire qu'il y a des profiteurs, il y a des pilleurs, il y a des vautours. On vous propose par exemple un jour des bureaux gratuits. Alors, vous êtes vachement content, on vous dit tiens, les mecs sont solidaires, ils m'offrent des bureaux gratuits. Et le type vous dit que ça c'est valable pendant 2 mois et qu'à partir de la fin du 2e mois, il faudra payer $2000 par poste de travail, ce qui fait beaucoup d'argent, en tous les cas beaucoup plus cher que ce que vous payez au World Trade Center. C'est difficile de découvrir cet aspect-ci de la nature humaine. Enfin, c'est pas une découverte non plus. Les hommes sont les hommes et simplement, dans ces circonstances, ça prend un relief particulier, effectivement. Alors tout ça, en plus, dans une psychose terrible, un état de guerre, quoi. Peur de l'anthrax, à ce moment-là. Vous cherchez avec Victoria, votre épouse, des masques à gaz sur Internet. Enfin, je veux dire, Est-ce qu'un sentiment de vengeance vous a aidé à ce moment-là? Au début, j'ai eu une haine violente pour tous ces gens. Maintenant, c'est le mépris. Et rien de plus.
Ben Laden, vous l'auriez tué. Ben Laden, je pense que tous mes idéaux ont volé en éclats et que j'ai plus aucune certitude aujourd'hui sur ce que c'est que, sur la punition qu'on doit infliger à des gens pareils. Et que je croyais que les idéaux c'était éternel et j'étais contre la peine de mort. Et maintenant je me pose de sérieuses questions. Parce que on peut pas se laisser traiter comme ça, c'est pas possible. Vous trouvez normal le sort que les Américains réservent aux prisonniers de la base de Guantanamo, par exemple? Moi, je trouve que si c'est des criminels, ils sont encore bien traités. Parce que quand on inflige tant de souffrance aux gens, on prend ses responsabilités d'abord et on les assume jusqu'au bout. Vous pensez qu'ils méritent la façon dont on les traite? Je pense qu'ils n'ont pas volé. La guerre en Afghanistan, vous étiez pour les bombardements de Moi, je suis pas pour la guerre. civile? Je suis pas pour la guerre. Mais après, j'ai compris que c'était important de répondre. Et je crois que je me suis senti rassuré de ce que les gens qui sont supposés nous défendre, nous défendent. Et oui, je pense qu'elle était nécessaire, cette guerre. Pour moi, il n'y a aucun doute. C'est vrai qu'un an après les attentats du World Trade Center, l'anti-américanisme n'a jamais été aussi fort en Europe. 55% des Européens jugent le comportement américain pas étranger à ces attentats. C'est beaucoup, 55% des Européens. En France, c'est 63% des gens qui pensent, non pas que les Américains ne l'ont pas volé, c'est un peu exagéré, mais que leur comportement n'est pas étranger aux attentats. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose de monstrueux là-dedans. Parce que comment... très rapidement, quand on dit ils n'ont pas volé, vraiment on oublie tout ce qui s'est passé. Et il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de défense de cause qui justifie un acte pareil. Vous pensez que c'est une attitude munichoise? Je pense qu'il y a certains relents munichois dans tout ça. Et je pense que on est très injuste à l'égard des États-Unis parce qu'ils prennent des responsabilités, souvent, que le monde refuse de prendre. Et après tout, les Européens ont des idéaux et il faut prendre les moyens de les défendre, finalement. Alors, vous savez qu'on soupçonne l'Arabie Saoudite de financer Al-Qaïda. Sur les 19 pirates, il y en avait 15 qui étaient saoudiens. Mais les USA, évidemment, ne peuvent pas s'en prendre à l'Arabie Saoudite aussi directement. Les familles des victimes le font. Les familles des victimes du 11 septembre ont attaqué au tribunal des banques saoudiennes, des organisations caritatives et 3 membres de la famille royale. Est-ce que ça ne remet pas en cause votre attachement au système américain de voir que finalement leur vrai ennemi, ils l'ont pratiquement identifié, mais que pour des raisons mercantiles, ils ne peuvent pas s'y attaquer parce que l'Arabie Saoudite a le pétrole? Oui, vous savez, je pense que ce n'est pas le système américain qui est en cause dans cette histoire. C'est l'intérêt des États. Et on sait que les États, parfois, se conduisent pas forcément comme ils le souhaitent. Et le rêve américain ou tout ce qui est... ça n'a rien à voir. Et je crois à l'heure actuelle que, effectivement, tout le monde, y compris nous en Europe, sommes bien heureux d'avoir cette source d'approvisionnement pétrolière. Donc, oui, c'est du réalisme. C'est la raison d'État, c'est la réelle politique. C'est ce qu'on appelle le réalisme politique. Vous êtes d'accord avec ce qui est prévu à la place du World Trade Center sur ce qui s'appelle aujourd'hui Ground Zero? Aujourd'hui, je suis un peu déçu par ce qui a été présenté. Parce qu'effectivement, ça n'a pas l'élan qu'avait le World Trade Center. Pour moi, le World Trade Center, que tout le monde a vu comme un symbole de domination, là encore, et de puissance américaine, c'était un témoin du génie humain. Et on verra, les concours ne sont pas encore terminés. Je pense que tout le monde va se remettre sur la planche à dessin. Si des tours sont reconstruites à cet endroit-là, vous retournerez vous y installer? Immédiatement. Ah oui? Immédiatement, parce que j'ai un grand attachement au lieu. Je crois que ça serait bien de pouvoir retourner là-bas. Et puis il y avait une vue magnifique. Vous ferez quoi le 11 septembre? Le 11 septembre, je voudrais être avec ceux qui m'ont aidé d'abord, qui ont vécu ça. J'aimerais aussi revoir les 2 femmes qui m'ont aidé
Quand je suis revenu du World Trade Center, j'étais complètement couvert de cendres. J'étais hébété, je ressemblais à un fantôme. Et je voyais bien devant moi, tout le monde s'écartait. Et moi, je rêvais que d'une chose, c'est que les gens me prennent dans leurs bras. Et puis personne ne s'approchait, bien sûr. Parce que tout le monde avait peur. Et je me rappelle qu'à un moment sur Broadway, 2 femmes noires sont approchées de moi. Et je vois très bien dans quel magasin elles travaillent. Elles sont approchées de moi. Et puis elles m'ont fait rentrer. Elles m'ont donné un verre d'eau. Puis ensuite, elles m'ont dit, vas-y, appelle. Viens, on va composer le numéro pour toi. Et inlassablement, elles ont appelé, puis ils n'ont pas réussi à appeler ni Victoria, ni mes parents. Donc ces femmes-là, j'aimerais les revoir le 11 septembre. Vous arrivez à vivre avec ça en vous maintenant? J'arrive à vivre avec ça en moi. C'est pas facile parce que c'est comme un invité que vous n'avez pas sollicité. Et il se manifeste selon son bon gré. Et ça, c'est horrible. Merci. Abd-Samad Moussaoui, donc vous avez 35 ans, vous êtes professeur en électrotechnique à Montpellier, vous êtes le frère de Zacharias Moussaoui, qui est inculpé depuis décembre 2001, ça a été le premier inculpé par la justice américaine pour les attentats du 11 septembre. Il est soupçonné d'avoir été le 20e pirate aux ordres du réseau Al-Qaïda. 6 chefs d'accusation pèsent contre lui, dont 4 sont passibles de la peine de mort. Le procès débutera le 6 janvier 2003. Ce verdict, en plus, est une véritable épée de Damoclès sur les relations franco-américaines, puisque Zacharias Moussaoui, votre frère, est de nationalité française, et qu'en France, comme vous le savez, évidemment, on a aboli la peine de mort. Alors, vous publiez Zacharias Moussaoui, mon frère, chez De Noël Impact, avec la collaboration de la journaliste Florence Boukila. Interview Vérité. Alors, le 13 septembre 2001, vous roulez sur le plateau de Millau, entre Mende et Montpellier. C'est jeudi. La semaine est finie, la nuit tombe, vous écoutez la radio, France Info, et là, dans l'immensité des Cévennes, vous entendez une voix qui dit votre nom, Moussaoui. Oui, elle dit Zacharias Moussaoui, franco-algérien, a été arrêté en relation avec les attentats du 11 septembre depuis le 17 août. Et je crois qu'ils avaient ajouté un prénom Ahmed ou un autre prénom. Et puis ils disaient franco-algérien. Donc ma première réaction, c'était de dire Zacharias Moussaoui, franco-algérien. Bon, c'est pas franco-marocain. Puis ils ajoutaient, ils disaient né à Saint-Jean-de-Luz. Donc là, ma gorge se serrait. Et alors on va commencer par le commencement. Votre père était carreleur au Maroc quand il a rencontré votre mère qui à l'époque avait 14 ans. Alors on n'a jamais su en fait si votre mère avait voulu de toute force quitter son foyer pour se marier avec votre père ou au contraire si elle avait été mariée de force. Ma mère dit qu'elle a été mariée de force, ma grand-mère dit que c'est elle qui a voulu se marier, mon oncle dit que c'est elle qui a voulu se marier, ma tante dit que c'est elle qui a voulu se marier. Je veux dire, l'essentiel n'est pas là. En tout cas, c'est clair que des années plus tard, elle en a gardé une douleur, quoi, une souffrance. Elle s'en est largement exprimée. L'essentiel pour elle, il est là, en fait. C'est que ce mariage, au départ, c'était une douleur, quoi, pour elle. Alors, Ensuite, 2 filles naissent, et puis votre père décide d'émigrer en France en 1965, sur la côte basque, et vous naissez, vous donc, en 1967, et votre frère Zacharias en 1968, et 3 ans après, en 1971, vos parents divorcent, et vous partez tous les deux avec votre mère à Mulhouse, où votre mère a trouvé du travail. Alors pourquoi Mulhouse? alors, je ne sais pas. J'étais trop jeune, je ne sais pas. Je sais qu'on s'est retrouvés dans un orphelinat qui s'appelle le Home Saint-Jean. Oui, parce que votre mère ne peut pas vous garder, donc elle vous met à la DAS. J'imagine que ça a dû être des moments terribles pour elle. Et c'est vrai que cet endroit, pour nous, c'était un endroit un petit peu d'effroi. En même temps, on était rassurés parce qu'il y avait des parquets en bois, il y avait de gros édredons, il faisait chaud, c'était bien chauffé. Et en même temps, on était un petit peu effrayés parce qu'on n'avait pas nos parents. Et puis, on voyait tous ces gens, on nous disait c'est un orphelinat. Donc nous, on prenait chaque jour comme si on était des invités, comme si on allait partir demain. Mais à chaque jour, on succédait à un autre. Ça durait 1 an.
Oui, ça a duré plus d'1 an, ouais. Ça a marqué Zacharias, vous pensez, cette séparation de sa mère? Je pense que ça a marqué toute la famille. Je pense que ça a marqué toute la famille parce que dans cet orphelinat, je pense que c'est des endroits un petit peu où il n'y a pas d'autorité parentale. Ouais. Bon, les éducateurs, ça ne remplace pas la famille, hein, ça ne remplace pas les parents. sûr. Mais Alors, en plus, quand votre père vient vous voir, vous partez en courant parce que votre mère vous a expliqué que votre père est un homme méchant, qui lui a fait du mal. Donc, quand vous voyez votre père s'approcher pour vous parler, vous partez en courant. Et d'ailleurs, il finit par se lasser, il ne vient plus. Et puis un jour, votre mère vous dit, bah, vous voyez, vous a laissé tomber. bah oui, c'est triste, hein, c'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Nous, d'un côté, on avait notre mère qui nous disait qui nous montrait son affection, qui nous avait extirpés de l'orphelinat. Pour nous, c'était formidable, c'était une héroïne pour nous. Ouais. Et puis, d'un autre côté, on avait ce père qui était absent et qui était accusé de tous les maux. Donc, pour nous, c'était pas difficile de le fuir, c'était pas difficile. Donc quand il arrivait, vous partiez. On partait en courant, on partait en courant. D'ailleurs, je raconte cet épisode dans le livre. Il venait nous chercher, il nous a fait monter dans une 4L. Et en 2-2, on s'est regardé avec mon frangin, on a ouvert chacun une porte. Et on a sauté en courant et on s'est sauvés. Puis après, on ne l'a plus revu pendant des années, parce qu'il s'est lassé, il a fini par se lasser. Alors un jour, votre mère annonce que vous allez quitter l'Est de la France pour vous installer à Narbonne. Et Zacharias, lui, il veut rester à Mulhouse parce qu'il espère devenir joueur de handball professionnel. Et c'est une vraie déchirure pour lui, ce départ pour Narbonne. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui l'a marqué. C'est quelque chose, même des années plus tard, même quand il était à la fac, il en parlait encore avec du regret. Parce qu'il s'éclatait. Il était dans un club, la SPTT Mulhouse, il jouait en handball, il était reconnu. Il avait le poste de pivot, il était très performant, il était très apprécié. Et puis du jour au lendemain, ma mère nous a sorti une carte à la maison, elle nous a dit, bon, on va aller dans le sud, au soleil, on va voter, on va décider ensemble quelle ville on va choisir. On a pris une carte, on a mesuré sur la carte la distance avec la mer. La plus proche, c'était Narbonne. Donc on a dit, on va aller à Narbonne. En tous les cas, pour Zacharias, quelque chose se brise. Il en gardera toujours une certaine rancœur, vous dites dans votre livre, une certaine amertume. Moi, je dirais que c'est comme une fêlure, une petite fêlure qui vient se mettre après une autre fêlure. Ouais. Je me suis rendu compte avec du recul qu'il n'y a pas d'éléments clés. Il y a des petites fêlures, des petites marques, des coups de canif. Ouais. Troisième fêlure, l'arrivée à Narbonne. Alors là, c'est terrible parce que vous êtes marocain, mais vous êtes assez noir de peau et vous avez l'accent alsacien. Alors évidemment, quand vous arrivez à Narbonne, pour les gens là-bas, vous êtes des espèces de martiens, en quelque sorte. Ah ben ça fait, hein, quand vous arrivez comme ça et que vous parlez comme ça, hein, c'est pas très courant. Hein. C'est vrai, oui, c'est vrai. Vous voyez hein. Bah là, ça fait plutôt sourire, mais là... Oui, voilà, maintenant, quand on est adulte, on comprend, mais quand on est enfant, c'est pas quelque chose d'évident. Ouais. Alors, il faut que vous expliquiez à tout le monde la vérité, il faut que vous expliquiez que vous êtes arabe, en fait. Donc, en général, on n'a pas besoin de l'expliquer, vous êtes obligé d'expliquer ça. Des fois, on nous prenait pour des Antillais. Quand on vous prend pour un Antillais, quand on est enfant, ça va, c'est plutôt sympathique. Oui. Le contact est plutôt sympathique. Les Antilles, le rhum, la biguine, c'est plutôt sympa. Il y a un contact qui se fait. Mais quand on dit arabe, maghrébin, là, tout de suite, ça devient plus lourd. Alors, adolescent, vous êtes plutôt sage, hein, parce que vous n'avez qu'une peur, c'est d'avoir un casier judiciaire et de ne pas pouvoir faire des études poussées. Et d'ailleurs, à l'époque, Zacharias est très, très droit. Il dit, attention, il ne faut pas qu'on fasse de conneries, quoi. Exactement, ouais. Je crois que c'est le passage à l'orphelinat qui nous a fait prendre conscience de ça, qu'il fallait pas laisser passer les opportunités de formation. Et depuis très jeune, c'est mon frère qui me poussait, qui me disait, attention, il faut qu'on fasse des études. Il ne faut pas qu'on se laisse aller, parce que dans le quartier où on habitait la cité Razimbo à Narbonne. C'est une cité HLM, des bâtiments de 4 étages, une quinzaine de blocs, des terrains vagues, les gamins qui traînent, qui squattent dans les halls, qui tiennent les murs. L'environnement, c'est pas un environnement très épanouissement, très ouvert, quoi. C'est le monde de la stagnation. On attend que le temps passe. Végétatif. Voilà. Alors, côté études, ça va pas si mal, mais côté familial, ça s'arrange pas du tout. Un jour, vous promenez dans la rue à Narbonne avec votre frère Zacharias, et il y a quelqu'un qui vous arrête comme ça et qui vous dit « Mais vous n'êtes pas les fils Moussaoui, vous ?» Alors, vous dites « Oui, bien sûr, oui, vous connaissez notre père. » Et l'homme vous répond « Oui, j'étais en prison avec lui. » Notre première réaction, ça a été de se regarder, et puis de regarder s'il y avait personne qui entendait. Parce que tout de suite, on s'est senti mal à l'aise. Et puis, tout de suite après, on a demandé des nouvelles.
Imaginez, vous vous faites arrêter dans la rue par quelqu'un qui vous dit qu'il est en prison avec votre père. Donc c'était quelque chose de... C'est une déchirure de plus. Oui, c'est de nouveau un coup de canif. Ouais. Alors à ce moment-là, ça va un peu mieux pour votre frère Zacharias. Il rencontre Fanny, qui est blonde, à la peau blanche et aux yeux clairs. Et ils ont une histoire d'amour qui va d'ailleurs durer 10 ans. Hein. Mais les parents de Fanny sont d'un racisme affligeant. Ils ne l'aiment pas. C'est ce que dit Fanny, c'est ce que disait Zacharia. Moi, je n'ai pas vu de démonstration de racisme virulent, vous voyez. C'était une indifférence. Et comme je disais dans le livre, peut-être que Fanny a le tort de dévoiler les propos qui se tiennent chez elle, dans l'intimité de la maison. Donc, il y a un mépris qui s'est installé, une distance. Au début, nous, vous savez, quand on était plus jeunes, on pensait que les gens racistes, c'était uniquement des gens qui n'étaient pas cultivés, que c'est des gens qui avaient peur de l'autre, qui n'avaient jamais été en contact avec l'autre. Donc on pensait que de se montrer tel qu'on était, d'essayer d'être ouvert, de communiquer, d'aller vers l'autre, que ça faisait tomber les barrières. Ouais. Ben non. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est plus compliqué que ça. À l'époque, vous découvrez que votre frère Zacharias n'aime plus votre mère. Oui, c'est terrible, hein. Ouais. Vous dites qu'il la regarde, mais pas comme on regarde une mère. Il la regarde froidement, avec distance, avec recul. Il faut dire qu'ils avaient des conflits. Ils avaient c'est vers l'âge de 14 ans, ils avaient des conflits, mais très très durs. Moi, je ne comprenais pas et j'ai jamais compris ça. Ils étaient capables de s'engueuler, de se disputer de 18h à 2h du matin. Ouais. C'est épuisant. Ouais. Surtout quand ça se passe tous les jours. Alors, il parlait beaucoup avec votre mère pour se disputer, apparemment, mais votre mère vous a jamais parlé arabe à la maison, déjà. Ouais. Je me rends compte qu'effectivement, on ne parlait pas arabe à la maison, on ne connaissait pas les gens de notre famille, on ne connaissait pas notre culture, on ne connaissait pas notre tradition. Le peu de fois où on a posé des questions, par exemple, quand on veut parler, on veut apprendre une langue, on a besoin d'être mis en confiance. Si à chaque fois que vous voulez apprendre une langue, à chaque fois que vous dites un mot de travers, vous prononcez mal, on se met à rire de vous, on se met à moquer, ça coupe toute velléité, quoi. Ouais. Votre mère vous a jamais parlé non plus de religion. La religion musulmane vous a jamais été apprise, ce qui a fait que vous n'avez pas de repère, en fait. On était ignares. On va dire ce qui est, on était ignares. Je dois dire que je connaissais plus le catholicisme que la religion musulmane. En Alsace, il n'y avait pas de séparation de l'Église et de l'État. Je me rappelle, à l'école primaire, on allait au catéchisme. Ouais. Bon, moi, je disais au curé, je suis musulman. Mais bon, à part le mot musulman, je ne savais pas très bien ce qu'il y avait derrière. Et puis bon, il nous racontait des histoires. Bon, je savais donc, les gens fêtaient Noël, je savais pourquoi. Il y avait la Toussaint, je savais pourquoi. Mais le Ramadan, je ne savais pas pourquoi. La fête de la naissance du prophète Mohammed, je ne savais pas pourquoi. Pourquoi les gens faisaient la prière, comment ils faisaient la prière, je ne savais pas pourquoi. Des ignares. Donc vous fréquentez pas beaucoup d'Arabes, vous dites même que votre mère est assez xénophobe et que ce qu'elle disait dans la bouche d'un Français de souche sera apparu comme des propos extrêmement xénophobes, limite Front National, quoi. Mais écoutez, moi quand j'étais plus jeune avec mon frère, ça nous gênait. Ça nous gênait beaucoup. Ça nous gênait beaucoup. Je n'avais pas peut-être les mots pour dire si tel propos est xénophobe ou pas, mais on se sentait très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait un maghrébin, c'était les moqueries. C'était nous renvoyer une image qui n'est pas une image positive. Ouais. Donc on se sentait mal à l'aise, nous, en fait. Alors, vous n'êtes pas non plus intégré, évidemment, parmi les Français de souche, et vous racontez dans votre livre une anecdote assez terrible. Vous êtes à Mulhouse, vous êtes rue Kaiserberg, dans un espace vert qui est en bas de l'immeuble où vous habitez, et vous jouez aux billes avec des petits copains en rentrant de l'école, jusqu'au jour où le petit garçon vous dit « je ne peux pas jouer avec vous ». Alors, mes parents me l'ont interdit. Alors, vous dites « pour ce soir ?» Non, c'est pour tout le temps. Pourquoi? Parce que vous êtes des nègres. Ça, c'était notre première expérience par un proche. Et c'est vrai que moi, elle m'est restée en mémoire. Parce que c'était quelqu'un que je côtoyais, c'était quelqu'un avec qui je m'amusais, c'est quelqu'un avec qui je rigolais. Ouais. Et puis du jour au lendemain, il y a eu ce changement, cette cassure. Mais ça, c'est de la gnognotte à côté d'autres expériences. Alors, il y a un événement important, c'est le 14 juillet 1989. Vous êtes victime
d'une agression raciste à Narbonne. Donc quand vous courez voir les policiers pour chercher un abri, pour qu'ils vous protègent, ils vous accueillent avec des gaz lacrymogènes parce que pour eux, un arabe est coupable d'office. Alors ça, Zacharias le voit, il en souffre presque plus que vous. Et là aussi, ça a dû faire partie des petites fêlures qui ont... Tout à fait. Un type, il m'arrête dans la rue, il me tape sur l'épaule, je me retourne, il me met une droite, un soir de 14 juillet. Ouais. Je m'en vais en courant, au coin de l'immeuble, je tombe sur une patrouille de police. Qu'est-ce que je fais? Le réflexe, j'ai la bouche en sang, je m'arrête, je demande de l'aide. Ouais. Puis là, il reste, il me regarde. Et puis, le type, il arrive, il veut me finir. Et puis, un policier m'attrape par les cheveux, il me sort une bombe lacrymogène et il me gaze. Je me sauve, je m'évanouis. Puis j'ai la chance de m'évanouir devant un restaurant dans lequel il y a des amis qui sont en train de dîner. Ils sont sortis, ils sont venus voir qu'est-ce qu'il y avait. Ils m'ont réanimé, ils m'ont emmené à l'hôpital et ils ont fait fuir le type. Mais c'est pas le coup de poing qui m'a fait mal. Et c'est pas le coup de poing qui m'avait révolté. Ce qui m'avait révolté à l'époque, parce que j'étais jeune, j'étais un jeune homme. C'est le manque de réaction des flics français, j'imagine. Oui, c'était que, d'accord, il y avait la cohue, d'accord, c'était le 14 juillet, d'accord, il y avait du monde. Mais c'est que, entre deux, le choix, il a vite été fait. Forcément, c'était moi. Ouais. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'en ai gardé un ressentiment, et pendant longtemps, ça a tué la confiance. Ouais. Il a fallu plus d'expérience, plus d'épreuves pour relativiser, quoi. Alors Zacharias souffre plus que vous finalement de cette mésaventure et puis après c'est la guerre du Golfe. Alors là d'un seul coup il a le sentiment d'appartenir à l'autre monde, celui qui est attaqué par les Américains. Je dis il et je dirais on. Et les étudiants et puis toute une certaine partie de la population, hein, parce que moi je me rappelle les positions de Jean-Pierre Chevènement. Bien sûr. Il était contre l'attaque en Irak. Hein. Il y a d'autres moyens que de bombarder des populations civiles. Hein. Maintenant, il faut raison garder. On n'était pas pour Saddam Hussein. Ah non, absolument pas. La dictature, le gazage des populations kurdes, on n'était pas pour ça. Nous, ce qu'on voyait uniquement, c'était une population civile qui allait se faire taper dessus. Et en même temps que cela, on avait des gens qui, ils étaient là, ils s'éclataient, ils se répandaient en réjouissance presque devant la grandeur et la beauté des frappes chirurgicales qui ont fait des massacres de population. Comme un jeu vidéo, quoi. Les gens regardaient ça à la télé comme un jeu vidéo, absolument. Ils oubliaient complètement qu'il y avait des populations civiles derrière sous les bombes. Quoi. C'est ce que veut éviter notre ami Mariani, c'est pour ça qu'il est parti à Bagdad. Alors, Zacharias fréquente à ce moment-là la cafétéria de la cité universitaire de Montpellier. Il rencontre des étudiants étrangers, donc il est soumis sûrement à ce moment-là à certaines influences, et il part assez rapidement en Angleterre. Et au début, il revient voir Fanny tous les 4 mois au départ, hein, il revient assez souvent finalement, mais il commence à changer. Votre épouse Fouzia prépare le CAPES, donc elle fait des études. Ouais. Et lui explique un jour où il revient comme ça qu'il ne faut pas que les filles fassent d'études. Enfin, petit à petit, vous devenez étranger à vous d'une certaine façon. Au départ, avec mon épouse Fouzia, on ne comprenait pas. Fouzia, elle a fait des études de biologie, elle a fait un 3e cycle de neuropsychopharmacologie, elle préparait un CAPES de biologie. Les années précédentes, avant qu'il parte en Angleterre, mon frère était le premier à l'encourager. Il faut savoir que mon frère, il n'avait qu'une idée, qu'une obsession, c'était la réussite professionnelle. Ouais. Son objectif, c'était monter une entreprise, qu'on fasse de l'import-export entre les pays du Maghreb, les pays du Golfe. Et c'est pour ça qu'il était parti en Angleterre, pour améliorer ses connaissances en anglais. Donc quelques mois plus tard, on le voit revenir, et qu'est-ce qu'on trouve dans son discours? On fait, pourquoi tu fais ça? De toute façon, reste à la maison, t'es mieux à la maison. Et puis, de toute façon, tu sais, les femmes, hein, après tout... Hein, ouais. Vous le voyez changer. Alors il se met à porter la barbe, il se rase le crâne, il commence à porter des pantalons à mi-mollet, et un jour, l'une de vos sœurs, Jamila, s'habille pour sortir, habillée comme on s'habille ici, et Zacharias la regarde et lui dit « Mais tu vas pas sortir habillée comme une putain ». C'est-à-dire que là, vous comprenez d'un seul coup qu'il est passé de l'autre côté. Moi, quand elle m'a raconté ça, ça m'a fait mal au cœur. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était vraiment brisé chez lui. Ouais. Moi, j'ai pris ça vraiment pour vraiment un signe de détresse. Alors, il avait été recruté par une secte wahhabite, et vous lui donnez à ce moment-là des brochures
qui critiquent le wahhabisme et finalement, au lieu de le ramener dans le droit chemin, si on peut dire, ça ne fait que renforcer sa détermination. Je ne connaissais pas, je n'étais pas du tout averti, moi, par rapport à cette secte, la secte wahhabite ou les kotobistes. Je n'étais pas du tout averti à ça, je ne connaissais pas. Hein. Et puis, donc, je savais qu'en Angleterre, je lisais les journaux, je savais qu'en Angleterre, il y avait des groupes extrémistes, je savais qu'il y avait les groupes wahhabites. Donc, j'allais dans une mosquée à Montpellier, il y avait de la documentation sur les wahhabites, je lui donne. Moi, j'avais le réflexe, mon frère, c'était un universitaire. Lorsqu'il veut s'informer sur un sujet, il se fait une bibliographie, il se constitue une documentation. Donc, à partir des informations que je vais lui donner, il va pouvoir avoir des éléments pour être critique. Moi, c'est le raisonnement naïf que j'avais. Hein. Mais ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre une secte. Hein. Là, c'est l'échec assuré. Quand on a quelqu'un qui est embrigadé dans une secte, il faut d'abord cultiver la relation. Il faut cultiver les sentiments, l'attachement, car c'est par le cœur qu'on arrive à faire sortir quelqu'un d'une secte. Ce n'est pas par la raison. Dans un premier temps. Mais la raison, elle est là, elle est importante. Parce que quand on vient avec les arguments et que l'on montre à quel point le wahhabisme, c'est une secte qui est apparue il y a 250 ans, et qu'on montre à partir des arguments de la religion que leurs propos d'excommunication des populations entières, leurs propos de légitimation de l'assassinat et du meurtre, et que ce sont des choses qui sont infondées, qui n'existent pas dans l'islam sunnite. Il faut savoir que les théologiens musulmans sunnites, depuis 250 ans, ils montrent du doigt et ils mettent en garde contre le wahhabisme. Si on montre cette réalité-là, là, la réaction, elle n'est plus la même. Mais vous parlez du wahhabisme comme d'une secte, mais enfin, c'est quand même la religion officielle de l'Arabie Saoudite. Officiellement, en Arabie Saoudite, on appelle ça le royaume wahhabite. C'est un fait. Si on interroge la population d'Arabie, ils vont vous dire on est Hanbali. Et quand l'idéologie wahhabite pénètre en Europe, c'est pas en disant on est wahhabite, parce que les wahhabites ne sont pas aimés. Ils disent à la population musulmane, nous sommes Hanbali. C'est-à-dire une des 4 écoles de jurisprudence qu'on appelle l'islam sunnite. Et par cette porte-là, ils vont essayer de rentrer. Et petit à petit, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est faire croire à la population musulmane, à la jeunesse musulmane, qu'ils sont eux les tenants et les garants de la légalité et de la légitimité religieuse musulmane. Alors vous êtes sunnite, hein? Tout à fait. Vous êtes d'une tendance qui s'appelle les Habash. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quoi? Parce que vous savez, les Français ne connaissent pas très bien la deuxième religion de leur pays, c'est quand même un drame. Les Habash, ce sont des sunnites qui ont peut-être plus pris conscience que d'autres qu'il fallait aider la communauté musulmane à lutter contre l'extrémisme. Le problème, c'est que les wahhabites détiennent l'argent du monde musulman et vous dites qu'ils occupent 90% du linéaire islamiste en vente libre. Leurs livres sont ceux qu'on trouve le plus facilement en Europe. Oui, ça c'est une de mes deuxièmes constatations quand j'ai vu mon frère me glisser des mains. Donc j'ai voulu aller me renseigner, me documenter. Qu'est-ce que j'ai fait? Le réflexe, je vais dans une librairie maghrébine. Hein. Là où pour 150 francs, à l'époque 150 francs, on ressort avec 10 bouquins. Et puis quand on discute avec le libraire, il vous apprend qu'en réalité les livres, il ne les paye pas, on lui donne. Et on lui dit, tu les payeras quand tu veux. Je ne sais pas quel libraire peut fonctionner comme ça. Donc l'argent, c'est important parce que le fait, c'est comme dans un supermarché, vous rentrez, vous trouvez 80% des linéaires qui sont remplis de l'idéologie wahhabite et kotobiste. Le jeune qui est né en France, qui comme moi, n'a pas d'histoire, n'a pas connaissance de la culture musulmane, pas de repère, qu'est-ce qu'il va croire? Il pourrait croire que c'est représentatif du monde sunnite, alors que ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez que les livres wahhabites devraient être interdits à la vente en France, par exemple? Ah, tout à fait, bien sûr. Mais ce n'est pas l'unique moyen. On ne peut pas remplacer l'éducation. C'est irremplaçable, c'est une nécessité. Moi, je suis enseignant. Moi, je veux le bien. Moi, je veux que les jeunes que je forme au lycée, ils soient utiles pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la société. Je n'ai pas envie qu'ils se laissent embrigader par un groupe extrémiste qui se fasse sauter ou qui tue des gens. Et je voudrais que les gens de bonne volonté, ils se révoltent eux aussi. Dans quel sens? Qu'on sache que derrière l'idéologie de la haine et la terreur, il y a le wahhabisme, il y a l'idéologie de Saïd Qutb, et qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui poussent cela. Vous croyez qu'il y a beaucoup de Zacharias Moussaoui dans les banlieues françaises? Je ne sais pas, mais je sais que potentiellement, il y a une vraie détresse sociale et que les wahhabites et les adeptes de Saïd Qutb, ils savent utiliser cette détresse sociale pour capter les gens. C'est sûr qu'il faut un profil particulier, c'est sûr qu'il faut être réceptif. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a plusieurs niveaux, vous savez. Il y a les rabatteurs, ce sont les adeptes de l'idéologie de Saïd Qutb, et puis après, il y a ceux qui mettent les bombes.
Et je sais qu'en France, il y a beaucoup de rabatteurs. Vous croyez qu'en France, aujourd'hui, le politiquement correct interdit d'en parler de ça par peur de l'amalgame, pour éviter finalement que les gens considèrent tous les musulmans comme des terroristes en puissance? Moi, je pense qu'il faudrait casser ce tabou. Et il faudrait essayer de lancer le débat. Mais moi, j'apporte ma pierre. Ouais. Vous aussi. D'autres peuvent l'apporter. Et c'est clair que si on casse ce tabou-là, ben, les choses vont aller. On ne va pas refaire le monde, hein, Non. mais les choses iront un peu mieux. Comment ça peut aller mieux. Voilà. Oui. Alors, Zacharias, vous ne l'avez pas revu depuis 1995. Vous avez eu un contact avec lui depuis son arrestation? Non, non, il m'a adressé un message dans une de ses lettres. Il me disait qu'il m'embrassait. Et mis à part ça, non, je n'ai pas eu de contact. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis parce que vous craignez d'être gardé par les autorités américaines jusqu'au procès comme témoin, donc vous n'y allez pas? Oui. C'est pour ça? Oui, c'est pour ça. Ce qui est terrible avec Zacharias, c'est que dans ses déclarations, il persiste et signe. C'est-à-dire que même maintenant, où il est au secret, dans une prison américaine, il n'a pas de repentir. Je ne vous fais pas dire, c'est terrible. Moi, j'attends le moment où peut-être il y aura un recul qui sera pris par lui et où il remettra en cause un peu l'idéologie qu'il a amenée là où il se trouve et où il manifestera un repentir. J'attends ça avec beaucoup d'impatience. Imaginez que votre frère Zacharias Moussaoui regarde cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose? Regardez votre caméra. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Ben moi, si je pouvais avoir mon frère en face de moi, je lui dirais que tout homme, tant qu'il est vivant, il a la possibilité de changer. Et que ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs dans le passé qu'on ne peut pas être meilleur. Et qu'il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs et d'expliquer en quoi on a fait des erreurs, parce que dans sa situation, son cas, c'est devenu un cas qui est emblématique. Et il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres qui suivent son exemple. Merci. Alain Chabat, est-ce que oui ou non, vous avez pécho Paris Hilton la semaine dernière à Los Angeles? Non, j'étais à Tourcoing. Est-ce que oui ou non, Ophélie Winter vous a mis dans son CV à la rubrique expérience professionnelle? Non, mais c'était une très bonne vanne. Est-ce que oui ou non, vous avez perdu 10 kilos? Non. Est-ce que oui ou non, vous êtes toujours funky fresh, Alain? Oui, je suis funky fresh. J'ai l'apparence comme ça d'un garçon un petit peu gros, un petit peu. Mais à l'intérieur, je suis un grand noir extrêmement musclé qui danse très bien. Est-ce que oui ou non, vous êtes heureux? Moins depuis que vous arrêtez, mais sinon, oui, je suis. C'est gentil. Est-ce que oui ou non, vous êtes devenu producteur de films à Hollywood? J'essaye d'importer la merguez à Hollywood en ce moment. Je travaille là-dessus. Je pense qu'il y a un marché qui est intéressant. Est-ce que oui ou non, depuis 5 ans, vous pouvez choper toutes les actrices françaises que vous voulez, Alain? Charlotte, depuis 5 ans, je crois. Tu crois que je peux choper toutes les... Oui, bien sûr. Est-ce que oui ou non, Dominique Farrugia vous surnomme le serpent à lunettes? Oui, mais il m'énerve. Oui, c'était mon surnom, le serpent à lunettes. Est-ce que oui ou non, les nuls vont se reformer un jour? Peut-être. En tout cas, nous sortons un DVD, Objectif nul, à la rentrée. Est-ce que oui ou non, Chantal Lobby a baisé avec un des nuls? Non, et c'est pas... franchement, on a essayé. Vous avez essayé? Ah, ouais, on a essayé. On ne voulait rien savoir. Est-ce que oui ou non, Canal est avant tout une aventure humaine merveilleuse dans laquelle vous avez vécu les plus belles années de votre vie et qui vous a permis d'accomplir vos rêves les plus fous? Merci. Oui, Canal est avant tout une aventure merveilleuse, dans laquelle j'ai pu accomplir mes rêves les plus fous. Et je me souviens plus bien du milieu de la phrase. Rappelons que l'anagramme de Alain Chabat donne Habitat Canal. Ah ouais? C'est vrai. J'ai trouvé ça en cherchant, en rangeant des cassettes. En rangeant des cassettes. J'ai fait ça toute la semaine, Laurent.
Est-ce que oui ou non, vous avez retrouvé l'esprit canal avec Stéphane Bern? À mort. À mort. Est-ce que oui ou non, vous la pétez un peu depuis Astérix? Je me la suis toujours pété. C'était ni avant Astérix, ni après. Je me la pète de plus en plus. Est-ce que oui ou non, vous étiez un danger pour le gouvernement et c'est pour ça qu'on a essayé de descendre le film des Robins? Je ne peux rien dire là-dessus. Non. Il est génial. Est-ce que oui ou non, on pouvait faire le chien, là, maintenant? Oui.